Hubert Morel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi les évolutions de l'URSS puis de la Russie pour le ministère de la Défense de 1989 à 1995 et vous avez effectué de nombreux voyages dans les pays issus de l'URSS. Alors, vous venez de publier 2 livres aux éditions L'Harmattan qui parcourent l'histoire de la Russie, de sa création à aujourd'hui, en passant par l'Empire russe et l'URSS. Alors, ce premier ouvrage, De la Russie à l'URSS, retrace l'histoire de l'Empire russe jusqu'à la disparition de l'URSS. Est-ce que vous pouvez nous donner justement un éclairage sur la façon dont la Russie s'est constituée? La Russie a constitué son territoire de 3 façons différentes. Tout d'abord, par le peuplement de régions quasiment vides de population, avec une très faible densité, initialement en Europe et plus tard en Sibérie. Ensuite, elle a agrandi son territoire au gré des guerres contre les États voisins, essentiellement en Europe. La dernière étape est le résultat de guerres coloniales dans le Nord-Caucase et en Asie centrale. L'Empire russe, qui avait la caractéristique essentielle de la continuité territoriale, a absorbé des États plus anciens que lui et à certaines époques plus puissants que lui. L'Arménie, la Géorgie et la Lituanie. Il a aussi soumis des peuples aux cultures anciennes et très différentes de la sienne, essentiellement en Asie centrale. L'Union soviétique a été, pour l'essentiel, la continuatrice de l'Empire russe. Aussi, cette disparité ethnique explique le rôle joué par les nationalismes dans son écroulement. Mais alors, justement, est-ce que la simple question des nationalités, enfin est-ce que la seule, plus uniquement, question des nationalités explique cet écroulement de l'Union soviétique? Non, bien sûr. 2 facteurs principaux ont joué, et ils trouvent tous les deux leur source dans la politique de perestroïka initiée par Gorbatchev. Les 2 facteurs sont le fait que les nationalismes ont pu s'exprimer, et le deuxième facteur est la lutte politique entre Boris Yeltsin et Mikhaïl Gorbatchev. En application de la politique de perestroïka, ce dernier a organisé en 1990 des élections dans les différentes républiques fédérées. À défaut d'être libres, ces élections autorisaient la pluralité des candidatures en dehors du Parti communiste. Ceci a permis l'expression officielle des nationalismes. En ce qui concerne la lutte politique, à l'origine, Boris Yeltsin était un soutien de Gorbatchev. Mais il en critiquait de plus en plus vigoureusement la lenteur des réformes. Aussi, en 1988, il a été limogé du Politburo, l'organe central du pouvoir du Parti communiste de l'Union soviétique. Dès lors, il a mené une lutte acharnée contre son ancien mentor, en se repliant sur la Russie pour opposer la Russie au pouvoir central. Et de la même façon, pour opposer les républiques au pouvoir central, il a recherché le soutien des dirigeants des autres républiques. Ainsi, il a contribué à l'éclatement de l'URSS. Alors, est-ce que toutes les ethnies du coup de la Russie sont-elles bien intégrées? C'est une question fondamentale. En effet, la Russie est une fédération. Dans le livre, j'étudie l'histoire et la démographie des différentes ethnies qui constituent la Russie. Et j'en conclus que peu d'entre elles sont en mesure de remettre en cause son intégrité. Les Tatars constituent un premier risque, mais ils sont enclavés dans la Russie, à laquelle ils appartiennent
depuis plusieurs siècles. Les peuples du Nord-Caucase posent une autre question. En effet, ils ont été soumis à une guerre coloniale acharnée. Mais ils sont aussi divisés entre de multiples ethnies qui ont elles-mêmes leurs différends, ce qui complique leur opposition éventuelle au pouvoir central. Toutefois, au moment de l'éclatement de l'URSS, la question se posait. On l'a vu avec les guerres de Tchétchénie, mais j'aborde cette question plus en détail dans le deuxième livre sur la décolonisation de l'Empire russe.